Les changements climatiques ont déjà un impact sur les infrastructures et les systèmes de transport dans les villes canadiennes. Les décisions de conception prises dans le passé influencent notre résilience aujourd'hui et les décideurs d'aujourd'hui tracent la voie pour les générations futures. Qui sont les acteurs qui collaborent aux efforts d'adaptation déjà en cours? Quelles données et informations prennent-ils en compte pour s'assurer de prendre les bonnes décisions pour l'avenir? Que faut-il pour concevoir une ville où l'on peut compter sur les réseaux de transport dans un avenir où les conditions météorologiques seront plus extrêmes? Ce balado traite de la façon dont nous nous rendons d'ici à là, en explorant l'adaptation climatique dans le secteur des transports et les façons dont les données climatiques peuvent nous rendre plus résilients en tant que société. Je suis l'hôte d'aujourd'hui, Étienne Bilodeau, gestionnaire de la sensibilisation et de l'engagement au Centre canadien des services climatiques, et je serai votre guide alors que nous explorons les mesures d'adaptation au climat et l'utilisation des données climatiques au niveau municipal. Veuillez noter que les points de vue partagés dans cet épisode ne reflètent pas nécessairement ceux de donnéesclimatiques.ca ou de ses partenaires. Dans cet épisode, nous explorons les outils que les municipalités peuvent utiliser pour soutenir la résilience climatique de leur système de transport et la façon dont les collectivités du Québec s'adaptent déjà à un monde qui se réchauffe. 3 invités se joignent à moi aujourd'hui et je vais prendre le temps de vous les présenter en commençant par Isabelle Laterreur. Donc, géographe et urbaniste de formation, Isabelle détient plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Elle a œuvré notamment comme urbaniste à Drummondville pour la corporation Rue Principale et à Montréal pour l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle a aussi enseigné comme chargée de cours dans les ateliers d'urbanisme pendant 6 ans à l'Université de Montréal, période pendant laquelle elle amorce un doctorat en aménagement du territoire. Son intérêt pour le patrimoine l'amène à s'impliquer sur le conseil d'administration d'Action Patrimoine de 2012 à 2018. En 2014, elle fonde à Victoriaville la Boîte d'urbanisme, une firme en urbanisme et en aménagement du territoire qui œuvre principalement en région et ce, partout au Québec. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Isabelle. Merci de l'invitation. Ensuite, nous avons Jean-François Sabourin. Jean-François est urbaniste à l'Union des municipalités du Québec, ou l'UMQ, depuis 2018. Il a acquis une connaissance pointue des réalités de l'urbanisme en contexte québécois et a représenté les intérêts des municipalités dans une multitude de domaines de l'action municipale. Titulaire d'une maîtrise en administration publique, il est également chargé de cours à l'Université de Montréal, où il enseigne les cadres institutionnels à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage. Merci de vous joindre à nous, Jean-François. Ça fait plaisir, merci. Isabelle et Jean-François sont 2 créateurs d'un récent rapport qui sert de guide aux municipalités québécoises pour s'adapter au changement climatique. Ils sont ici pour parler de leur expérience en matière d'adaptation au changement climatique au niveau municipal et d'exemples d'adaptation tirés de leur rapport. Et finalement, nous avons aussi la chance d'accueillir Diane Chaumont. Diane détient une maîtrise en géographie physique de l'Université de Montréal. Elle a participé à plusieurs campagnes de terrain dans les années 1990 et s'est initiée au jumelage des modèles hydrologiques et météorologiques lors d'études sur les inondations du Saguenay. En 2003, Diane joint Ouranos, un pôle d'innovation et partenaire de donnéesclimatiques.ca permettant à la société québécoise de mieux s'adapter à un climat en constante évolution. Donc, elle joint Ouranos d'abord comme spécialiste, puis comme coordonnatrice du groupe Scénario et services climatiques. Cette année, Diane est responsable de l'intégration de l'information scientifique pour l'outil Portrait climatique. Merci d'être ici, Diane. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Notre discussion nous amènera du rôle des données climatiques et la façon dont elles sont utilisées par les professionnels du secteur des transports pour créer des municipalités plus résilientes. Et Diane est entre autres ici pour parler de l'expérience d'Ouranos dans ce domaine. Alors encore une fois, merci à vous 3 de vous joindre à nous aujourd'hui. Commençons donc par discuter brièvement de vos rôles respectifs. Si on débute avec vous, Isabelle, pouvez-vous nous parler du travail que vous faites et de la façon dont votre rôle se recoupe avec l'adaptation du climat? Eh bien, en tant qu'urbaniste professionnel au sein d'une entreprise qui offre des services aux municipalités, au MRC, on travaille aussi avec des ministères. Notre rôle, c'est souvent où on est approché dans le cadre de notre travail pour trouver des solutions, répondre à des préoccupations qu'on peut avoir sur le terrain au niveau de l'adaptation pour la lutte au changement climatique. Donc, ça se reflète beaucoup dans le travail qu'on va faire comme urbaniste au niveau des études, puis au niveau de la réglementation qu'on va rédiger pour nos clients. Parfait, merci. Et vous, Jean-François, même chose, pouvez-vous nous parler de la façon dont votre rôle de responsable municipal se recoupe avec l'adaptation au climat? Oui, c'est ça. En fait, au service conseil, au SAT, à l'UMQ,
Ben, on accompagne les municipalités. Comme gouvernement de proximité, les municipalités sont les premières interpellées par la population. Quand il y a des enjeux climatiques, c'est certain que c'est vers les municipalités que les gens se retournent. Et puis, ben, c'est sûr que les urbanistes, d'autant plus dans les municipalités, sont particulièrement aux premières loges là, de l'adaptation au changement climatique. Donc, clairement, il y a un rôle important là, à jouer là, dans ce domaine-là. Parfait, merci. Diane, parlez-nous brièvement de ce que vous faites à Ouranos et du rôle des services climatiques dans le soutien aux professionnels et aux responsables au niveau local. Alors, devant l'évidence que le climat change, les données climatiques qu'on utilise couramment, qui nous donnent des informations sur le passé et qu'on utilise pour faire de la planification des ouvrages, des infrastructures, des ponts, l'aménagement du territoire, mais ces données-là climatiques ne conviennent plus dans un climat qui évolue. Alors, le rôle des services de données climatiques comme Ouranos ou le Centre canadien de services climatiques, c'est de fournir des projections du climat futur, des données qui sont adaptées aux besoins des décideurs dans les municipalités ou dans les boîtes d'urbanisme. Puis, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'on se fait aussi un devoir de fournir une expertise parce que cette donnée-là est particulière, puis on se fait un devoir de fournir une expertise pour accompagner les utilisateurs de ces données. Excellent, merci. Alors, continuons là-dessus. Comme vous le dites, les discussions sur l'adaptation au climat se concentrent souvent sur l'avenir, mais on sait que les changements importants sont déjà en cours. Commençons avec vous, Diane. Quels sont les risques climatiques dont vous constatez déjà l'impact sur les communautés québécoises et comment ces impacts affectent-ils les systèmes de transport en particulier? Je vais commencer par les températures parce que la température, c'est la variable qui est la plus clairement impactée par les changements d'émissions de gaz à effet de serre. Puis c'est la plus facile, celle dans laquelle on a le plus confiance. Alors, les températures extrêmes, on a vu qu'ils avaient augmenté l'été passé en 2023, donc on a vu beaucoup de vagues de chaleur. Alors, ces températures-là ont un impact sur l'asphalte, sur les routes, puis les véhicules lourds qui circulent vont défaire la structure de la chaussée. Il y a aussi des impacts sur les rails des voies ferrées qui peuvent se déformer puis qui obligent parfois les trains à réduire leur vitesse. On a entendu souvent parler de la perte du pergélisol dans le nord, donc des structures des routes qui ballonnent, qui perdent leur structure, les pistes d'aéroport qui réduisent leur durée de vie. Puis des événements qui ont été marquants durant l'été passé, il y a les feux de forêt qui ont amené les populations, les maires des municipalités, maires et mairesses, qui devaient évacuer leurs citoyens pour fuir les feux de forêt, surtout dans le nord vers l'Abitibi. Puis on a vu qu'il y avait quand même des défis dans les congestions routières, puis des risques de séparer les populations de toute la sécurité publique qui pouvait être fournie. Donc, l'isolement des forêts par des populations par les feux de forêt, puis ça se produit aussi lors des crues où les ponts sont brisés, puis que les populations se retrouvent isolées. Merci, Jean-François, de votre côté, les risques dont vous constatez déjà l'impact. Oui, ben justement, comme je disais tantôt, les municipalités sont aux premières loges. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Ben, les risques, tout ce qui est pour la santé publique, là, la chaleur, les vagues de chaleur, ben, ça veut dire concrètement qu'on ouvre les piscines plus longtemps, des jeux d'eau, des choses comme ça, des interventions plus sociales. Ça fait partie des responsabilités des municipalités. Sur les routes, les infrastructures, tout ce qui est les égouts pluviaux, quand c'est unitaire, quand c'est divisif, ça a des gros impacts sur l'aménagement du territoire. Si on veut éviter des inondations subites, quand il y a des grosses pluies là, intenses, ça demande une mise à jour importante, un surdimensionnement des infrastructures municipales, des retenues d'eau ailleurs, mais parce que sinon, c'est des gens qui se font inonder, des routes qui sont fermées. Et puis même, je parlais il y a 2 semaines avec le maire de Sainte-Ursule. Il me disait que maintenant, quand il y a des grosses pluies, avant c'était pas le cas, mais maintenant, quand il y a des grosses pluies, son directeur des travaux publics fait le tour du territoire pour s'assurer que les ponceaux tiennent. On est rendu là, puis quand un ponceau lâche, ben c'est une communauté qui se retrouve isolée. Là. C'est des gens qui ont plus de route pour sortir ou qui doivent faire des détours vraiment importants. Et ça, c'est un impact très, très, très concret dans la proximité, dans la vie quotidienne des gens, de l'impact des changements climatiques. Puis ça, ben, ça a un impact notamment sur la mobilité là, des personnes. Donc vraiment, c'est un enjeu qui est très important. Puis ça, c'est quelques aspects, là, mais on a documenté à l'UMQ avec une étude réalisée par WSP en collaboration aussi avec Ouranos, les coûts de l'adaptation au changement climatique et vraiment en se limitant à quelques infrastructures. On est déjà à 2 milliards par année. Là, et ça prend pas en compte l'ensemble des risques climatiques. Donc, c'est quand même des risques qu'on vit maintenant. Les investissements se font là ces années-ci pour réduire les coûts dans le futur.
Ouais, des impacts de plus en plus visibles vraiment par tout le monde. Isabelle, quelque chose à ajouter sur les impacts qu'on peut voir déjà aujourd'hui? Oui, ben mes collègues ont mentionné beaucoup de choses là. Je pense que ça fait un bon tour complet, mais effectivement, là, tout ce qui est inondation, c'est la fréquence ça aussi, puis l'ampleur de ces phénomènes-là qui affectent nos territoires, les îlots de chaleur aussi, là, le système routier et tout ce qui vient avec, là, les stationnements pour desservir les automobiles, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a adressé et heureusement avec des modifications récentes à la loi, c'est des choses qu'on est obligé maintenant aussi de tenir compte quand on fait des plans d'urbanisme. Donc, identifier ces espaces-là minéralisés qui sont des eaux de chaleur dans les villes, puis trouver des solutions pour les verdir. Et aussi, en même temps, le verdissement contribue à mieux gérer les eaux de pluie, les fortes pluies, comme Jean-François a mentionné. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit. Effectivement, là, des réseaux combinés sanitaires et pluviales. Les villes sont dans les processus de changer ça pour être capables de mieux absorber les fortes pluies qui arrivent trop rapidement aux usines d'épuration de traitement. Ça, c'est des choses que oui, c'est là que ça se passe présentement. Puis c'est des préoccupations, c'est beaucoup de sous, donc ça impacte les budgets municipaux pour aujourd'hui et pour le futur. On peut imaginer encore plus. Là. Intéressant. Mais ça, on va y revenir au coût d'ailleurs des impacts climatiques et des coûts de l'adaptation. Isabelle et Jean-François, dans votre guide, vous décrivez les municipalités comme un vecteur de changement considérable dans le contexte actuel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le rapport que vous avez élaboré, le rapport intitulé « S'adapter au climat par la réglementation » et nous parler du rôle justement de la réglementation dans l'adaptation au climat? Effectivement, en fait, les municipalités ne sont pas des organisations comme les autres. Hein. C'est des organisations gouvernementales. On a des responsabilités à assumer, mais on a aussi des pouvoirs particuliers qui nous sont octroyés en vertu des différentes lois. Notamment, on peut faire de la réglementation. C'est un levier qui est important en matière d'urbanisme, dans plein d'autres domaines également, mais en matière d'urbanisme, c'est sûr que c'est une des responsabilités, une des compétences fondamentales des municipalités. Dans ce contexte-là, nous, on a travaillé là à mettre sur pied ce qu'on appelait la plateforme municipale pour le climat, qui visait à inspirer les plateformes électorales là, dans une année électorale au Québec municipal, au niveau municipal. Et puis, on voulait inspirer, donc on a fait ça. Et puis, un des leviers importants sur lesquels on s'est dit, on pourrait agir là-dessus pour s'adapter dès maintenant, c'est d'inclure des mesures réglementaires à la réglementation au niveau municipal dès maintenant. C'est un engagement qui est possible pour le monde municipal. Donc, on a contacté Isabelle là, avec son organisation pour élaborer là, ce guide-là, s'adapter au climat par la réglementation. Donc, c'est le contexte un peu qui nous a amené à travailler là-dessus pour essayer d'avoir un effet démultiplicateur là, de l'action municipale en réglementation. Sinon, Isabelle, je te laisserai présenter le contenu un peu plus du guide. Oui, on a eu effectivement là, la chance de travailler avec l'UMQ sur l'élaboration du guide, là, s'adapter au climat par la réglementation. C'est ça son originalité aussi, par la réglementation. C'est qu'en urbanisme, dans nos documents de planification, on adresse ces questions-là, mais on a aussi les règlements de zonage, de lotissement, et qui peuvent avoir des normes qui visent spécifiquement l'aménagement d'espaces qui sont trop minéralisés, par exemple, qui exigent la plantation d'arbres, qui encadrent l'abattage des arbres, toutes sortes de mesures dans un règlement qui vise le domaine privé, là, essentiellement, non pas l'espace public, mais l'espace plus privé, et qui, petit projet par petit projet, ont vraiment, dans le temps, un impact là, dans la transformation du territoire pour tenir compte de ces enjeux-là. Puis, dans le fond, c'est ça accompagne les propriétaires, un projet à la fois, à entrer dans un nouveau paradigme, là, qui est en faveur plus là, de la lutte, de l'adaptation au changement climatique. Et c'est sûr que ça prend un certain temps avant de se voir tout ça se manifester, mais c'est un engagement fort au niveau municipal de pouvoir en traiter dans leur règlement parce que avec le temps, effectivement, les effets sont là. Diane, je me tourne vers vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait Ouranos particulièrement et nous parler du type de données climatiques que les municipalités utilisent ou peuvent utiliser pour comprendre les changements qui se produisent au Québec? Alors, j'ai déjà abordé le point sur les températures avec lesquelles on est très à l'aise, donc des valeurs moyennes de température, des extrêmes de température. Puis on y va par des approches, par exemple, un dépassement de seuil, qui sont déjà utilisées dans de la prise de décision par les organisations dans le cadre de normes,
etc. Alors, si on sait que les municipalités ont souvent recours à la fréquence, que la température est supérieure à 35 degrés Celsius, bien, on peut la fournir dans notre climat passé, ce qui a été observé dans le passé, et dans le futur jusqu'à l'horizon 2100. Alors, l'effort, c'est d'aller vers des variables, des indicateurs climatiques qui parlent aux décideurs. Pour les précipitations, on fournit aussi des extrêmes de précipitation. On a parlé de leur importance dans les impacts sur les municipalités. Puis j'aimerais ajouter Isabelle a parlé du verdissement. On a quand même beaucoup d'informations pour supporter les initiatives en verdissement. Par exemple, des degrés jours de croissance. C'est quoi notre espèce végétale qui va pouvoir bien survivre dans les années futures en 2050? Alors déjà, choisir nos arbres en fonction de ce qui s'en vient dans le futur. Ces espèces-là sont aussi sensibles aux extrêmes froids, aux extrêmes chauds. Ce sont des variables qu'on fournit. Puis, j'aimerais ajouter un point où, dans le cas où on a plus de difficultés à bien estimer les variables, c'est le cas pour des feux de forêt, des orages, des tornades. Les modèles climatiques sont pas capables de bien reproduire ces événements-là. L'approche que Ouranos a adoptée, c'est de fournir une information qualitative sur les aléas climatiques. Donc, les aléas climatiques, par exemple des tornades. Les tornades sont difficiles à quantifier parce que c'est très local, alors on les observe là où il y a des populations. On peut imaginer sur le Québec à quel point on quantifie mal la fréquence des tornades dans le passé. Alors, ce qu'on a fait, c'est sur le site web d'Ouranos, on fournit des informations qualitatives sur ce qu'on sait dans le changement des tornades, des vents, des tempêtes, des feux de forêt, des aléas, des phénomènes climatiques et ce qu'on s'attend à observer dans le futur, en attendant d'avoir des valeurs mieux quantifiées. Excellent, merci. Jean-François, Isabelle, pour revenir au rapport qui, en passant, je le feuilletais plus tôt cette semaine, et une chose qui m'a agréablement surpris, c'est combien précis le rapport est sur les recommandations par rapport à la réglementation. Souvent, quand on s'attend à un guide, on s'attend à voir des principes appliqués de manière large, mais ici, vous avez vraiment des clauses ou des articles recommandés pour la réglementation. C'est rafraîchissant de voir ça. Pour revenir à ce rapport-là, s'adapter au climat donc de l'UMQ, le rapport mentionne également que l'adaptation rapide des milieux de vie au changement climatique permettra aux municipalités d'éviter des coûts importants dans les années à venir. Jean-François et Isabelle, quelles sont les approches permettant d'évaluer les coûts et les avantages de l'adaptation au climat? Est-ce qu'il y a une approche en particulier pour évaluer les coûts? Ce qu'on sait, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. Hein. D'agir rapidement, c'est sûr que ça a des impacts importants. Par exemple, on parle de la gestion des eaux. Si on veut éviter des inondations, justement, si on veut ralentir, retenir l'eau un peu sur place pour éviter tous les problèmes qui viennent avec l'inondation, mais aussi les ponceaux qui peuvent partir avec la rivière, des choses comme ça, ben juste dès maintenant, de faire des interventions pour retenir l'eau sur chaque rénovation d'un terrain privé, chaque petite intervention au cumul font des grosses différences. Et ça prend du temps. Donc, c'est ça qui fait en sorte que pour le moment, en fait, dès maintenant, c'est possible d'agir pour réduire les coûts dans le futur de l'adaptation. En fait, les coûts, si on ne s'adapte pas, sont beaucoup plus importants que si on fait des interventions dès maintenant qui vont être relativement peu coûteuses, mais qui, en s'accumulant, permettent de faire des changements de paradigme importants. On parlait du verdissement aussi, Diane en parlait. Ben, effectivement, ça faut y penser dès maintenant si on veut que les arbres dans 20 ans soient matures puis puissent nous protéger contre les canicules, puissent jouer pleinement leur rôle à plein niveau. Puis ça, ben, ça prend des mesures réglementaires dès maintenant. Donc, c'est quoi l'impact du coût? Je sais qu'il y a plein d'organismes qui disent, bon, ben, $1 investi maintenant en adaptation, ça permet de sauver 13-15 $ avec les catastrophes lorsqu'elles se produisent. C'est sûr que ça fait partie de la réflexion. Est-ce qu'on le quantifie pour agir? Pas nécessairement, parce qu'on sait de toute façon, il faut agir. La situation est là, on a un changement de paradigme. Et pour faire ces changements-là, si on va en bénéficier dans le futur, ben, donc c'est l'adaptation rapide au changement climatique qui va permettre aux municipalités d'éviter des coûts là, dans le futur. Oui, le guide, c'est vraiment une approche préventive, là, comme Jean-François le mentionne. Puis pourquoi il est aussi précis, ça faisait partie de la commande qu'on avait, c'est de présenter là, que des cas vraiment concrets d'articles rédigés qui peuvent justement atteindre les objectifs qu'on se donne dans le guide, de montrer aux municipalités que c'est possible, ça peut être relativement simple, comme ça peut prendre toutes sortes de formes, répondre aux besoins de chaque territoire, puis que effectivement, c'est en appliquant ces normes-là dès maintenant
ben on s'assure de voir la transformation des territoires tranquillement, mais sûrement. Puis c'est vraiment plus dans une approche préventive. Là. Pour ce qui est de toute la question des coûts, je suis pas tellement experte dans le domaine là, mais et de toute façon, comme le si bien dit Jean-François, il faut agir dès maintenant. C'est que c'est un incontournable. Hein. Et donc, comme on disait, le guide fournit un large éventail d'exemples de la manière dont les municipalités utilisent la réglementation pour promouvoir l'action climatique. Et donc, c'est un des secteurs qui est discuté dans le guide. En ce qui concerne le secteur des transports en particulier, est-ce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête qu'on n'a peut-être pas déjà nommés aujourd'hui qui sont discutés dans le guide? Dans le guide, les exemples qu'on retrouve qui seront liés au transport, là, c'est beaucoup par rapport à l'aménagement des stationnements, quelle forme ils peuvent prendre, avoir plus de verdissement, pour mieux gérer les eaux de ruissellement, diminuer les effets de chaleur aussi, de l'eau de chaleur. C'est beaucoup dans ce sens-là. Mais sinon, il vient peut-être un autre exemple que je peux vous présenter, ce qui n'est pas nécessairement présenté dans le guide, mais la transformation des rues, là, du domaine public, là, pour avoir des jardins de pluie, d'aller chercher à mieux gérer justement l'eau qui entre dans le système, la capter avant qu'elle soit dans nos systèmes réseaux sanitaires, pluviales, etc. Ça amène les municipalités à faire des changements importants dans la configuration des rues, qui sont pas nécessairement dans l'esprit de qu'est-ce que les résidents ont de c'est quoi une rue, hein. Fait qu'il y a comme vraiment un changement encore là de paradigme. Puis à la boîte d'urbanisme, on a déjà eu là ce genre de demande-là de la part de nos clients, de les accompagner dans des consultations publiques pour présenter le projet, présenter ses avantages et ses inconvénients au niveau d'une nouvelle configuration de rue qui capte mieux les eaux, qui est plus verdoyante. Puis amener les gens à évoluer là-dedans, puis aller vers ces nouveaux aménagements-là, qui voient tous les avantages que ça qu'ils peuvent procurer. Là. Ben, c'est que quand même, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'il faut emmener là, dans cette évolution-là. Le guide le fait d'une manière plus normative. Là. C'est des choses qui s'appliquent, puis les propriétaires privés doivent respecter les normes. Mais après ça, sur le domaine public, ben, il y a d'autres choses. La ville est sur son terrain, il a fait des changements. Il faut quand même accompagner la population pour bien expliquer c'est quoi ces changements-là, puis c'est quoi les avantages que ça va procurer. C'est très intéressant, Isabelle. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la distinction entre le fait que la réglementation s'applique au domaine privé, s'applique à la population. On oblige en fait des manières de faire les choses différemment pour s'adapter tranquillement. Mais aussi, effectivement, quand on parle des transports, ben, c'est sûr que la voirie est un gros aspect de la responsabilité des municipalités en termes de transport. La manière qu'on pense la ville, ben, ça, on est davantage, comme tu disais, sur le domaine public. Donc, dans des interventions, c'est pas de la réglementation. La ville ne s'impose pas de règlement elle-même sur comment est-ce qu'elle aménage ses rues. Par contre, il faut quand même faire ce changement de paradigme-là de maintenant, effectivement. Puis c'est pour ça aussi qu'en complément du guide s'adapter au climat par la réglementation, on a fait un guide avec des experts là, de l'Institut national de la recherche scientifique qui s'appelle S'adapter au climat par le verdissement, où est-ce qu'on parle beaucoup d'infrastructures vertes. Donc, quand on parle de nouveaux modèles de rues, des bassins de rétention, en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Et puis là, encore une fois, on donne des exemples très concrets parce que, comme tu le mentionnais, Étienne, le but de ce genre de guide-là, S'adapter au climat par une espèce de série qu'on a commencé. Ben, le but, c'est de donner des exemples vraiment clés en main de mesures réglementaires, d'infrastructures, des choses très concrètes. Puis on a aussi fait des webinaires pour les deux, là, pour essayer d'enregistrer, pour permettre aux gens qui voudraient aller un petit peu plus loin, à entendre parler des gens qui parler de ces projets-là. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est le genre de choses là, concrètes. Quand on parle de transport, spécifiquement d'adaptation au changement climatique, la réglementation en fait partie, mais c'est pas seulement ça non plus. Là. Moi, j'aimerais ça ajouter sur le volet des transports qui n'est pas à l'échelle municipale, mais dont les municipalités dépendent clairement. C'est le transport maritime. On ne l'aborde pas si souvent. Ouranos a fait un projet avec plusieurs ports, un avant-projet, puis après ça, on a fait un gros projet juste avec le port de Montréal pour voir l'impact des changements climatiques sur les opérations portuaires, la chaîne d'approvisionnement, voir si la mouvance vers la fréquence, par exemple, des événements de verglas qui font qu'il y a un bateau à décharger, les équipes ne peuvent pas travailler, à quel point tous ces événements-là impactent les opérations portuaires. Puis ça a clairement des effets sur l'approvisionnement dans les municipalités. Puis après ça, les camions qui viennent se charger au port et qui redéplacent ou des trains ou tout ça. Donc, c'était original et
Le projet est maintenant en ligne pour ceux qui veulent savoir les résultats de ce projet-là avec le Port de Montréal. Et un professeur, c'était Claude Comtois de l'Université de Montréal, qui a réalisé le projet. Le rôle d'Ouranos, c'était de fournir l'information climatique dans son analyse. Intéressant. Et donc, vous, justement, Diane, à Ouranos, en tant que fournisseur de services climatiques, avez-vous remarqué récemment une augmentation de la demande pour vos services de la part des villes, spécifiquement en ce qui a trait à l'adaptation des infrastructures de transport? On a beaucoup de demandes, puis comme on avait beaucoup de demandes, on s'est dit on ne peut pas répondre à projet par projet ou ville par ville. C'est là qu'on a fait notre portail de services climatiques, Portrait climatique, où on fournit les projections sur l'ensemble du Québec. Donc, sur les statistiques spécifiques pour les villes et le transport, ça, je n'ai pas l'information, mais je sais que les demandes sont toujours en croissance. C'est clair qu'il y a de plus en plus d'usagers. Puis une deuxième question dans la même mouvance, quels sont selon vous les obstacles et les incitatifs qui encouragent ou non les municipalités à avoir recours au genre de service que vous offrez? Je suis contente d'avoir l'occasion d'en parler. C'est que Ouranos a travaillé très fort pour faire des projections de verglas en climat futur, puis on va les mettre, je dirais, dans les prochains mois, on les met en ligne. Fait que ça, c'est clair que c'est encore une information. C'est le genre d'exemple des efforts qu'on fait pour répondre aux besoins des villes et beaucoup des villes et des autres organisations qui voient les impacts du verglas sur leurs infrastructures, sur les opérations, la fluidité des transports, etc. Alors ça, c'est un beau bonus qu'on va offrir bientôt. La limite, c'est souvent la question de l'échelle. Les villes nous demandent des données à très fine échelle, puis ça reste un défi. Quand on pense que le climat est très variable dans l'espace et dans le temps, venir fournir une information aux 2 kilomètres près, on n'est pas là, puis c'est pas réaliste qu'on soit là à court terme. Alors, il faut trouver notre limite à comment les gens peuvent utiliser le signal à l'échelle dont eux ont besoin. Mais comme on a une approche où est-ce qu'on accompagne beaucoup les gens dans leurs projets, dans leurs initiatives d'adaptation, il y a des villes qui sont partenaires d'Ouranos. Alors, on peut réfléchir à des solutions. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas à la même échelle? Il y a quand même des solutions pour utiliser l'information climatique. Tantôt, je parlais des aléas. Ça a été testé, cette approche-là, avec la Ville de Montréal dans certains quartiers. C'est des approches qui ont bien fonctionné. Et la question se pose aussi à Jean-François et Isabelle, si vous avez une réponse là-dessus. Selon vous, les obstacles et les incitatifs qui encouragent ou non les municipalités à avoir recours aux services, que ce soit financier ou le manque d'information? Pour parler des difficultés peut-être au niveau municipal, d'utiliser ces données climatiques-là, d'y avoir accès, parce que justement, je trouve que Ouranos fait un excellent travail à rendre disponibles et opérationnalisables les données. C'est plutôt pour les municipalités de prendre ce pas de recul-là. Dans des grandes municipalités comme Montréal, il y a des gens qui peuvent être dédiés à temps plein là, à gérer ces risques climatiques-là, à prévoir des plans d'action. Dès qu'on va dans des municipalités un peu plus petites, même pas si petites que ça, c'est difficile de prévoir les ressources dédiées à ces aspects-là. Et puis, c'est difficile aussi, surtout, de prendre le temps de se pencher là-dessus. Et puis, surtout, si on connaît le problème très bien, mais c'est quoi la solution? Fait que quand on arrive avec un problème, c'est bien de le connaître et tout ça, de le documenter. Mais aussi, si on peut dire, bon, ben maintenant qu'on sait exactement c'est quoi l'ampleur, on sait qu'il va y avoir plus de verglas, par exemple. Mais c'est comment est-ce qu'on peut agir par rapport à ces nouvelles données-là? Ben là, dès qu'on peut faire un lien entre les deux, ça devient beaucoup plus intéressant pour la direction générale, les élus d'une municipalité, de dire, OK, oui, effectivement, allons les chercher, ces données-là, intégrons-les à notre prise de décision, parce ça peut avoir un impact sur la prise de décision. Si on sait qu'est-ce que ça change concrètement sur nos opérations, on peut les changer. Fait que ça, je pense qu'il y a plusieurs aspects là-dedans, mais d'abord, c'est ça, d'essayer d'identifier concrètement qu'est-ce que ça vient changer. Donc ça, c'est une belle manière de montrer, c'est ça, qu'est-ce que ça change. Puis ça, justement, je trouve que les portraits régionaux réalisés par Ouranos sont très opérationnalisés. Par exemple, tu sais, sur l'impact des températures des hivers plus chauds, par exemple, moins de couvert de neige, ça a un impact sur l'industrie de la motoneige. Ça parle aux élus. Puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va diversifier notre économie pour être moins dépendant de la neige, des routes blanches en hiver. Donc, on va, par exemple, faire d'autres types d'interventions, d'autres types d'offres touristiques là, de manière plus générale.
Donc, c'est le genre de choses qui permet de rendre concrètes des données climatiques pour les municipalités. Puis ça, je pense que c'est une belle manière de surmonter cet obstacle-là d'opérationnalisation de ces données-là. Oui, puis vraiment, là, moi, je rebondis sur le côté là, des petites municipalités. À la boîte d'urbanisme, on travaille avec beaucoup cette clientèle-là. Puis effectivement, le côté ressources et temps n'est pas toujours là pour pouvoir là, bien tenir compte de l'ensemble des données disponibles, puis de réfléchir à la situation, puis d'alimenter la prise de décision avec ça. Parce que souvent, dans une petite municipalité, il va y avoir un directeur, une directrice générale qui va faire presque toutes les tâches là, requises ou à peu près, avec peut-être une autre personne à l'inspection qui va appliquer la réglementation. Donc, souvent, des petites équipes, plus difficile de tenir compte de tout ce que ça implique, là, l'aménagement du territoire, bien que les informations, les données sont là, ça peut être difficile parfois, c'est ça, d'en prendre compte là, dans leur travail. Puis l'autre aussi, un autre obstacle, c'est les financiers, là. Ça aussi, c'est quelque chose là, quand même là, pour les municipalités de n'importe quelle taille, là, on va se le dire. Là, je pense que petite, moyenne, aujourd'hui, justement, on parlait à la radio pour Trois-Rivières là, de leur plan de déneigement pour la prochaine année, puis les coupures qu'ils ont dû faire, les choix difficiles au niveau, justement, on ne va pas déneiger tous les trottoirs. Donc, ça affecte la mobilité active. Tout ça, c'est des choses, je pense, aussi qui sont des enjeux importants qui peuvent être représenter certains obstacles. On s'approche de la fin de notre entrevue. Je pense qu'on voit clairement à la lumière de vos réponses que malgré les défis comme le financement et la capacité limitée dans les petites municipalités, par exemple, l'adaptation au climat commence à gagner du terrain à tous les niveaux de la planification et de la gouvernance. Alors, en conclusion, la question que je vous pose à tous, quels conseils donneriez-vous à ceux qui tentent de faire avancer des idées, peut-être audacieuses parfois? C'est sûr, nous, à l'UMQ, on est une organisation d'abord et avant tout politique, là. Puis moi, ce que je dirais comme principal conseil, c'est de prioriser les interventions. Comme Isabelle l'a mentionné à juste titre, la fiscalité municipale est sous pression, il faut prendre des décisions. Mais il faut prioriser, faut choisir où est-ce qu'on va faire nos investissements. On en a parlé, là. On a fait une étude qui documente à 2 milliards minimalement le coût de l'adaptation au changement climatique pour les municipalités. Bon, là, il y a une annonce récente là, du gouvernement du Québec pour dire, bon, on va contribuer à la hauteur de 500 millions par année. C'est pas mauvais, c'est un premier pas. C'est déjà très bien, mais où est-ce qu'on va mettre ces interventions-là prioritaires? Comment est-ce qu'on va les choisir? Donc, par exemple, prioriser les plantations. On sait que ça va avoir un impact dans 20 ans significatif. Ben, c'est sûr que il faut le faire maintenant, si on veut en bénéficier plus tard. Fait que faire ce plan-là, cette planification-là, de choisir où est-ce qu'on met les investissements au bon moment en fonction des ressources qu'on a à un moment X. Je pense que c'est une bonne manière justement de structurer un peu dans le fond, faire avancer des idées audacieuses, c'est de préparer politiquement d'abord, puis d'avoir un montage financier, de pas négliger ces aspects-là. Je pense que c'est très important. Puis deuxième point, une fois que ça c'est fait, c'est de multiplier les gains rapides et simples. C'était l'objectif aussi du guide. S'adapter au climat par la réglementation. Ça coûte pas cher à une municipalité de modifier son règlement d'urbanisme pour changer les manières de faire. Ça va pas nécessairement même coûter plus cher aux citoyens, à la population quand ils font des projets. C'est juste de le faire différemment. Je donne un exemple. À Rosemont-Petite-Patrie, il y a une dizaine d'années, ils ont obligé de faire des toits blancs. Donc, le revêtement, plutôt que d'être noir, doit être blanc. Ça coûtait $0 à l'arrondissement. C'est rédigé un règlement qui obligeait ça. Puis en plus, maintenant, ça coûte moins cher aux citoyens, les revêtements blancs, que les revêtements noirs, parce que tout simplement, c'est l'industrie qui s'est adaptée. Et puis, tout simplement, au fil du temps, ces genres d'interventions qui peuvent quand même faire réduire, c'est pas un gros impact, mais quand même, maintenant, la plupart des toits à Rosemont-Petite-Patrie sont maintenant des toits plats, mais qui représentent la grande majorité des bâtiments, sont des toits qui sont blancs. Puis, il y a des études possiblement qui démontrent que ça pourrait réduire d'un demi-degré quand même. Un demi-degré, ça a l'air de rien, mais concrètement, ça peut sauver des vies dans certains cas quand la canicule perdure et tout ça. Là, ça peut faire une grosse différence. Donc, de prioriser ces gains-là, ensuite, là, une fois qu'on a fait une planification plus financière, d'aller chercher ce qu'on appelle des gains rapides, mais des quick wins. Je pense que c'est une belle manière là, de faire avancer l'adaptation au changement climatique de front là, de plein de manières différentes. On observe vraiment une sensibilité de plus en plus grande de la part des élus et de la population présentement pour parler de ces enjeux-là. Je trouve que dans notre travail, là,
on nous aborde avec ces questions-là, on cherche à y réfléchir, on cherche des solutions. Puis un des conseils qu'on peut peut-être donner comme urbaniste, c'est justement quand on est en mode planification du territoire, là, qu'on est en train de revoir un plan d'urbanisme. On fait une révision complète, une refonte complète de notre plan d'urbanisme et de nos règlements. C'est tout de suite au début de ce processus-là de se poser ces questions-là, puis de les amener sur la place publique, puis d'en parler avec la population. Parce que ces grands chantiers-là là, de révision, ben, il y a de la consultation qui se fait auprès des gens, fait qu'on est capable de sensibiliser, d'informer, d'aller chercher aussi les préoccupations de la population, de les impliquer dans le processus. Puis tout ça, quand ça se retrouve dans un plan d'urbanisme, qu'on dit, bon, on veut verdir davantage, on veut mieux gérer nos eaux de pluie, on veut, etc., plein de choses par rapport à l'adaptation climatique, mais ça va se retrouver par concordance dans la réglementation. Et ça va donner des effets concrets sur le territoire. Fait que ça, c'est le conseil que je peux te dire, c'est que dans la planification même qu'on en fait, tout de suite intégrer ces questions-là, puis en discuter collectivement. Je pense que les gens sont rendus là. Il y a quand même place à débat collectif là, sur ces questions-là. Du côté des données climatiques, j'aimerais parler de considérer l'utilisateur, l'usager dans les données qu'on développe et qu'on fournit. On peut avoir des bonnes idées, mais nos bonnes idées, on veut qu'elles soient réutilisées par la prise de décision, de l'adaptation. Alors, intégrer les décideurs dans la boucle pour s'assurer qu'on travaille sur les bonnes variables, à la bonne échelle, dans les bons horizons aussi. Dans les horizons futurs, c'est lequel qui les intéresse, 2050, 2080, selon l'infrastructure sur laquelle ils travaillent. Alors, donc, de mettre les usagers assez proches du centre de nos préoccupations dans notre développement d'information climatique et la diffusion. Excellent, je vous remercie, Diane, Isabelle et Jean-François, de nous avoir aidés aujourd'hui à mieux comprendre l'adaptation climatique. J'étais déjà vendu à l'importance des données climatiques personnellement, mais je pense que c'est la discussion la plus intéressante que j'ai eue qui se concentrait autant sur les détails de la réglementation. Ça démontre bien en tout cas l'étendue de l'influence de la réglementation dans l'adaptation. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'adaptation climatique et les variables climatiques pertinentes pour votre région du Canada, visitez donnéesclimatiques.ca. Et si vous êtes un professionnel des transports, nous vous encourageons vivement à visiter le module sur les transports. Merci de vous être joint à nous pour cet épisode pilote de notre balado intitulé « D'ici à là, histoire d'adaptation au climat ». Nous vous rappelons que les points de vue exprimés dans cet épisode ne reflètent pas nécessairement ceux de donnéesclimatiques.ca ou de ses partenaires. Alors rejoignez-nous la prochaine fois et restez curieux de l'adaptation au changement climatique.